C'était honnêtement mieux la deuxième fois. Salut à tous, ici Reg et bienvenue dans cette vidéo où on va reparler d'Avengers Endgame. J'ai revu le film, du coup je me permets de refaire une autre vidéo pour répondre un peu à toutes les critiques négatives que j'ai vues par rapport au film, que ce soit les critiques de la presse, les critiques de mes collègues youtubeurs aussi, vos critiques à vous que vous avez mis en commentaire de ma vidéo Avengers. J'aimerais aussi vous dire qu'il est important de regarder ma critique d'Avengers Endgame avant de regarder cette vidéo parce que je vais éviter de me répéter, donc je vous conseille fortement d'aller voir la critique avant, et j'aimerais vous remercier énormément parce que ma critique d'Avengers Endgame est la première vidéo de ma chaîne qui est arrivée en tendance et elle est arrivée 14e. C'est pas rien, c'est plutôt cool, j'avoue que j'étais grave content. J'ai perdu ma virginité du top tendance et c'est grâce à vous, merci beaucoup. C'est la vidéo la plus dingue de l'histoire de ma chaîne, je vous remercie énormément. Et pour ceux qui veulent me rencontrer, on organise un événement, une rencontre abonnée dans un bar à Paris. Ça sera le 15 juin, je vous mets le lien dans la description. Il y aura moi et plusieurs youtubeurs cinéma, vous allez voir, ça va être cool. Évidemment, vu qu'on parlait d'Avengers Endgame, il y aura beaucoup de spoilers, donc si vous n'avez pas vu Avengers, ne regardez pas cette vidéo. Avant de reparler d'Avengers Endgame, j'ai revu le film et il est important de souligner quelque chose, c'est que peu importe les défauts de ce film, peu importe ce que j'en ai pensé, pour moi, Avengers Endgame, en l'ayant revu, il est facile top 3 Marvel Cinematic Universe, peut-être même deuxième ou premier avec Avengers Infinity War. Alors oui, je trouve que Avengers Endgame est un moins bon film que beaucoup de Marvel, enfin pas beaucoup, mais quelques Marvel. Je trouve que c'est un moins bon film qu'Infinity War ou Thor Ragnarok par exemple, objectivement entre guillemets, mais au fait, j'aime tellement l'émotion que confère ce film, le rêve que ça m'a partagé, que je pense qu'avec le temps, ça va être mon Avengers, mon film Marvel préféré, parce que l'émotion, ce que j'ai vécu à revoir cette deuxième séance était inégalable. Pour moi, dans ma vie de fan de cinéma, de cinéphile, j'ai jamais vécu un truc comme ça. Vivre cette fin de saga, pour moi, ça m'a fait un truc, vraiment, ça m'a fait un truc. On va reparler un peu de l'impact de Marvel plus tard dans une autre vidéo, mais peu importe les défauts du film, pour moi, c'est un film qui m'a profondément marqué et qui est vraiment important pour moi et qui termine une saga de la plus belle des manières, même si en effet le MCU n'est pas fini. Le MCU de ma génération à moi est terminé. Et juste pour ça, je recommande ce film et je trouve que le film est génialissime, même s'il a des défauts, même s'il a des problèmes. Pour moi, c'est un film extrêmement touchant et peu importe ce que j'ai dit dans ma vidéo critique et peu importe ce que les autres critiques ont dit, si pour vous le film vous a touché, s'il a fonctionné, ça suffit. Moi, il m'a touché, moi ça a fonctionné. Ça m'a suffi. Je vais aller chipoter parce que c'est une chaîne de critique de cinéma quand même, mais moi, vu comment ça m'a vendu du rêve pendant 11 ans et avoir ce film-là, c'est tout ce que je voulais. Donc c'était pour moi les meilleurs adieux possibles et imaginables à ce MCU de ma génération, à ces personnages que j'ai tant aimés durant des années. Donc c'est évident que peu importe les défauts, j'aime beaucoup ce film. Donc j'ai revu Avengers Endgame et là je suis chaud pour démonter des critiques injustes du film. Ou parler de critiques complètement justifiées. Il faut faire la part des choses. Je vais commencer avec le voyage dans le temps parce que ça a causé beaucoup de problèmes à beaucoup de personnes, il faut expliquer certaines choses. En gros, pour faire simple, pour expliquer le voyage dans le temps dans ce film, c'est pas très compliqué mais ça va à l'encontre de tous les films de voyage dans le temps, quasiment tous. Ici de nombreuses fois Terminator, Retour vers le futur. Ils ont même cité un raccourci dans le temps, le film Disney qui a fait un gros bide. Disney, on s'en fout de votre film. Cette pub de raccourci dans le temps dans votre film Avengers, ça n'avait rien à faire là. Personne l'a vu parce que c'est nul. Raccourci dans le temps, c'est vraiment très mauvais comme film. Tout ça pour dire qu'au fait, si vous remontez dans le temps, vous ne changez pas votre futur à vous. Vous remontez dans le temps et vous changez le futur dans le passé dans lequel vous remontez. C'est pour ça que c'est assez intelligent et pratique, c'est que si vous voulez un objet du passé, vous pouvez aller récupérer cet objet du passé sans spécialement changer votre présent à vous et votre futur à vous. Vous n'allez que changer le passé dans lequel vous êtes arrivé. Et ils utilisent la métaphore du bébé Hitler, mais au lieu d'être Hitler, c'est Thanos. J'ai trouvé ça plutôt drôle. C'est qu'au final, si vous remontez dans le passé et vous tuez bébé Thanos ou bébé Hitler, ce qui va se passer, c'est que le passé dans lequel vous êtes, dans lequel vous avez remonté dans le temps, va changer. Parce que oui, ce passé-là n'aura pas Thanos ou n'aura pas Hitler. Mais votre présent à vous ou votre futur à vous a déjà connu Thanos, a déjà connu Hitler. Donc ça n'impacte en rien votre futur. C'est pratique uniquement quand vous devez récupérer un objet du passé ou une information ou quoi que ce soit de ce style-là. C'est pour ça que tous les gens qui ont dit que Loki était vivant, c'est pas réellement vrai. Le Loki qu'on connaît nous a été tué par Thanos et le Loki de 2023 dans les événements du film est mort, il n'existe plus. Cependant, le Loki de 2012, quand Stark, Ant-Man et Captain America vont chercher le Tesseract, celui-ci est vivant et il s'est échappé. Donc oui, Loki d'une certaine manière est vivant et c'est tout à fait possible que la série se concentre sur le Loki de 2012 qui s'est échappé, mais en effet le Loki qu'on connaît nous est mort et ne reviendra plus à la vie, c'est terminé. Pareil pour Vision, le Vision qu'on connaît nous est mort définitivement. D'ailleurs
D'ailleurs, dans le film, il y a cette scène où Scarlet Witch et Hawkeye parlent respectivement de Vision et de Natasha Romanoff, où ils se disent à la fin de Endgame que les deux savent qu'ils ont réussi, et ils sont tous les deux tristes de voir un monde sans Natasha Romanoff et sans Vision. Et en effet, il y aura une série avec Natasha Romanoff et Vision, et encore une fois, le fait d'avoir créé une machine dans le temps, ça permet d'avoir des séries dans n'importe quelle époque. Je trouve que ça changerait un peu l'enjeu dramatique de la série si on peut voyager dans le temps à n'importe quel moment, parce que du coup, on serait pas vraiment attaché à notre univers à nous, mais à plusieurs univers différents. Du coup, s'il y a plusieurs univers différents, il n'y a pas vraiment d'enjeu. C'est comme l'histoire avec Gamora. Gamora est réellement morte, et la Gamora qui aura dans les Asgardiens de la galaxie, oui, j'appelle ça les Asgardiens de la galaxie, ça sera la Gamora de 2014 qui a rejoint Thanos en 2023 pour affronter les Avengers dans Endgame. Et là, Gamora qu'on connaît nous est définitivement morte, c'est terminé. Donc, pour expliquer un peu, quand Rocket est allé chercher la pierre d'infinité de Thor, le monde des ténèbres, c'est l'univers de Thor, le monde des ténèbres qui a été changé, non pas le film Thor 2, le monde des ténèbres. Ce film existe encore de la même manière qu'il a été quand il est sorti, ça ne change rien. Maintenant, par exemple, quand Captain America retourne dans le passé, il va reposer toutes les pierres d'infinité au moment où elles ont été prises, ce qui me semble un peu compliqué parce que oui, à New York, ça va être facile de rendre les 3 pierres d'infinité, tu poses le Tesseract, le sceptre et la pierre du temps quelque part, on s'en fout, ça change pas grand chose, ou tu les donnes directement au personnage, ça ne va rien changer. Pour la pierre de Thor 2, tu donnes juste la pierre à Natalie Portman, c'est pas trop compliqué non plus. Pour la pierre de Star-Lord, tu la redonnes à Star-Lord, ça ne change pas grand chose. Et quand il s'agit de Thor 2, vu que Thor a repris le marteau de Thor dans le monde de Thor 2, on pense bien que Captain America l'a rendu parce qu'il revient à la fin d'Avengers Endgame sans le marteau de Thor. Du coup, on suppose quand même qu'il a rendu le marteau à Thor pour des raisons pratiques. Parce que sinon, dans cet univers-là, Thor n'a plus de marteau parce que le Thor du futur lui a volé. Donc, on suppose qu'il a rendu et la pierre et le marteau à Thor. Là où ça me semble un peu compliqué et un peu surréaliste au final, c'est d'aller voir Crâne Rouge et lui donner la pierre d'infinité de l'âme. Comment est-ce que ça marche? Tu vas voir Crâne Rouge et tu lui dis tiens, la pierre d'infinité de l'âme, et il va te dire ouais ok gros, tranquille, pas de soucis. Ça me semble un peu démesuré comme logique, mais bon, c'est la logique de film de super-héros, c'est pas très grave à la limite. Mais ce qui semblerait logique aussi, c'est que si tu rends la pierre de l'âme, tu récupères aussi Natasha Romanoff. Parce que il dit bien une pierre contre une âme, si tu rends la pierre, en théorie, on devrait te rendre l'âme. Et il y a plein de gens qui vont me dire oui, mais tu as déjà utilisé la pierre d'infinité, donc tu devrais la garder, ou tu ne peux plus vraiment être remboursé, ça semble un peu logique. Alors oui, le fait de l'avoir utilisé, ça rend un peu ton remboursement impossible, mais d'un autre côté, tu l'as utilisé, tu l'as rendu. Pareil pour Natasha Romanoff, elle est morte, là elle peut revenir à la vie. Donc ça aurait été intéressant de voir Natasha Romanoff revenir à la vie, même si c'est plus une question de dramaturgie de la voir mourir. Mais ça pose aussi le problème que si Captain America est revenu dans le passé, il ne pouvait pas revenir dans le passé qu'on connaît nous dans Endgame, parce que à chaque fois que vous allez dans le passé, vous allez dans un passé alternatif. Donc le fait que Captain America vieillisse jusqu'à Endgame, ça n'a pas vraiment de sens, parce que c'est pas le même passé. La seule logique de ce film-là concernant Captain America, c'est qu'on le voit vieillir dans le passé et qu'on nous montre justement ce passé inchangé, parce que Captain America étant avec Peggy n'est pas intervenu dans ce passé, donc les événements se sont quasiment passés de la même manière, et qu'on le voit revenir à la fin, voir Faucon, dans un passé alternatif, et non pas dans le présent du film qu'on connaît nous. Ça reste un paradoxe, je vous conseille d'aller voir la vidéo de Critique Masqué à ce sujet-là, il a fait très bien. Il y a aussi un autre truc qui peut être déstabilisant par rapport à ça, c'est que si les pierres d'infinité existent, et si tu peux remonter dans le temps, à chaque fois que tu as besoin d'un coup de pouce, tu peux remonter dans le temps, aller t'aider de la pierre d'infinité. Ça serait compliqué pour la pierre d'âme parce que il faudrait sacrifier quelqu'un que tu aimes à chaque fois, mais si jamais tu veux de l'aide avec une information, avec le marteau de Thor par exemple, avec une pierre d'infinité, genre une seule pour t'aider à faire quelque chose, tu peux remonter dans le temps sans trop d'enjeux, et ça peut poser quelques problèmes dans les films suivants. Si t'as besoin d'un truc, autant remonter dans le temps et le récupérer, c'est réglé. Parce que au final, tu peux le rendre juste après sans aucun problème. Maintenant, j'aimerais un peu parler de Thanos parce que j'ai été assez méchant dans ma critique par rapport à Thanos. J'ai dit que Thanos changeait trop rapidement d'état d'esprit, changeait trop rapidement de mentalité, d'idéologie. Alors, c'est pas spécialement vrai. J'ai dit par contre que Thanos n'était pas réellement une menace dans le film, ce qui est vrai, mais parce que c'est pas réellement le film de Thanos comme l'était Infinity War, et du coup de ce point de vue là on a un Thanos complètement différent, on a le Thanos de 2014. Concernant son idéologie, il ne change pas réellement d'idéologie. Ce qui se passe réellement, c'est qu'il se rend compte que son plan n'était pas fonctionnel à la base. Pourquoi le claquement de doigts n'était pas fonctionnel? Thanos le dit lui-même, c'est que si tu détruis la moitié de la population, la moitié restante va se rappeler du reste de la population et ne pourra jamais réellement progresser ou ne pourra jamais réellement faire son deuil et voudra toujours changer le passé. Du coup, Thanos décide de complètement annihiler l'univers et de créer un autre univers où les gens ne vont pas se rappeler de ce passé-là.
là. Honnêtement, en ayant revu le film, alors que la première fois j'étais pas trop d'accord avec ça, ça a vraiment du sens parce que le fait que tu te rappelles du passé te donne forcément envie de changer le passé, surtout dans un monde où tu peux changer le passé. Du coup, le fait que Thanos change d'idéologie n'est pas réellement vrai. Il change pas vraiment d'idéologie, il change juste de plan pour concocter un plan plus ingénieux et plus pratique. Parce que là, il se rend compte vraiment que le plan des Avengers est efficace et il peut causer problème au plan des pierres d'infinité. Les Avengers de 2014 peuvent aussi remercier les Avengers du futur parce que du coup, Thanos de 2014 a été tué en 2023 et donc l'univers de 2014 n'aura jamais la conquête de Thanos et n'aura jamais le problème du claquement de doigts. Du coup, bien joué les Avengers, vous avez sauvé l'univers de 2014, il n'y a pas Thanos. Il n'y a pas l'équivalent de Hitler intergalactique, c'est cool. Donc il ne change pas réellement d'idéologie, il améliore juste son plan, et pour tous ceux qui m'ont dit que le Thanos du début était un peu une déception, c'est le Thanos qu'on a connu dans Infinity War, mais il a utilisé la pierre d'infinité, il s'est pris une hache dans le torse, il a réutilisé les pierres d'infinité et il a été reblessé. On le voit d'ailleurs brûler sur la moitié de son visage et son bras, un peu comme sera Tony Stark et Hulk dans le film plus tard. Donc c'est normal que le Thanos soit méga faible et qu'il se fasse complètement défoncer par Captain Marvel. Le mec est blessé, donc c'est tout à fait normal qu'il se fasse éclater la gueule, c'est pas du tout choquant. Il y a aussi des gens qui ont été déçus par rapport aux alliés de Thanos, par rapport à l'Ordre Noir, Ebonimo et ses autres méchants par exemple. Ils ont été présents à la bataille finale, moi réellement ça m'a suffi. Donc Thanos, je trouve qu'il est quand même assez réussi. En ayant revu le film, je trouve qu'il a quand même un impact très important dans ce film, c'est que déjà il peut éclater Thor, Iron Man et Captain America alors qu'il a aucune pierre d'infinité. Il se fait quand même éclater par Captain Marvel, on en reparle juste après. Mais c'est vrai que Thanos, je trouve que ça reste le meilleur méchant du MCU. Déjà dans Infinity War, il est grandiose. Et dans Endgame, il est aussi vraiment très efficace. Et la première fois, c'est vrai que je l'ai vu d'une manière assez négative, mais là, en ayant revu le film, j'ai trouvé vraiment imposant, j'ai trouvé vraiment effrayant. Et quand t'as toute l'armée de Thanos qui arrive, il est devant Captain America, il fait quand même assez flipper et je l'ai trouvé vraiment menaçant. Pareil, quand il est dans le champ de bataille, qu'il court, il saute, il se bat avec tout le monde, il est menaçant. Je trouve que ça reste un bon méchant. Et la fin, par rapport à lui, quand il s'assoit, c'est assez poétique. Et lui-même disparaît comme il voulait faire disparaître la moitié de l'univers. La boucle est bouclée et c'est littéralement de la poésie qu'il disparaisse en poussière. Il y a des gens qui se sont posés des questions maintenant sur Captain America, sur le fait que pourquoi il arrive à soulever le marteau de Thor. Alors c'est pour la simple et bonne raison déjà que dans Avengers 2 on s'est sous-entendu qu'il peut soulever le marteau de Thor, il était pas loin de le soulever, et en plus il est digne de le soulever maintenant officiellement, ce qui m'avait un peu dérangé parce que moi j'avais mal compris ça la première fois que j'ai vu le film, et je l'ai revu, c'est qu'en fait le marteau de Thor, il y a un plan comme ça du marteau de Thor et le marteau se soulève. Moi j'avais dit dans ma vidéo critique qu'en fait il utilise la force pour soulever le marteau, mais c'est pas vrai en fait. T'entends littéralement Captain America soulever le marteau et ensuite le jeter. C'est juste que c'est hors champ et tu vois pas Captain America soulever le marteau. Et du coup, ça marche vraiment bien dans le film, je trouve, et c'est vraiment impactant. Et j'aimerais aussi dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dit que c'est un film qui est très banalement mis en scène. C'est par rapport à plusieurs choses, c'est que Captain America, quand il dit son fameux Avengers Assemble, qui donne des frissons, évidemment, il est incroyable, même si il le dit dans sa barbe, du coup, personne n'a entendu, c'était vraiment pour nous, le spectateur, plus qu'autre chose, et pour lui, je pense. Il y a quand même un énorme plan séquence à ce moment-là, qui est vraiment grandiose et qui est vraiment super cool. C'est sûrement le meilleur plan séquence du Marvel Cinematic Universe. Il y a aussi un énorme plan quand Captain Marvel arrive et détruit le vaisseau Thanos, où tu vois Captain avec son bouclier, son marteau vers le bas, qui regarde le ciel et le vaisseau est en train d'être détruit. C'est un plan qui est vraiment magnifique, ça sera à mon fond d'écran dans quelques semaines, vous allez voir. C'est l'un des plans les plus beaux du MCU, rien à dire. Et il y a aussi un plan séquence que j'ai remarqué avec Ronin, ou Ronin, je sais pas comment on prononce, où t'as un plan séquence où il affronte la mafia japonaise, et c'était vraiment très stylé aussi. C'est le genre de truc que j'ai pas remarqué la première fois parce que j'étais vraiment concentré sur l'histoire plus qu'autre chose, mais il y a quand même une vraie compétence technique dans le film, et ça marche vraiment bien. C'est un film qui est bien mis en scène, et c'est un film qui a vraiment de la gueule. C'est un beau film. Pour ajouter quelques trucs sur Captain America, en effet, Captain America, il y a un truc très drôle par rapport à ça, c'est que quand les Avengers arrivent pour la première fois, il entend dans son oreillette Sam, le faucon, lui dire Cap on your left. Alors ça, c'est une référence à Winter Soldier quand il était en train de courir avec le faucon, et à chaque fois que Captain America sprintait, il passait à la gauche de Sam, il lui disait attention à ta gauche, il disait on your left. Là, c'est un peu une référence à ça justement, et il y a tout ce moment vraiment à la fin où Captain America retourne et donne le bouclier à Faucon. C'est un moment que je trouvais vraiment touchant, même si j'aurais préféré que ce soit Bucky qui devienne le Captain America. C'est plutôt en effet Sam le symbole de l'Amérique. Bref, Captain America, j'étais super content qu'il ait sa danse à la fin, qu'il soit content avec Peggy pour le restant de ses jours. Mais de ce point de vue là, je crois que tout le monde a été assez d'accord, c'est vraiment la fin parfaite pour Captain America. Iron Man, j'aimerais rajouter quelques trucs par rapport à la première fois où j'ai vu le film. C'est que la première fois où j'ai vu le film, j'ai pas été plus que ça touché de la mort d'Iron Man. Ça m'a pas réellement fait du mal, j'étais triste mais j'ai pas pleuré. Là, en ayant revu le film, en ayant vu un peu tout le foreshadowing par rapport à sa mort, le fait qu'il dise à sa fille je t'aime 3 fois 1000 ou 3000, je sais pas comment ils disent en version française, le fait qu'il dit avant dans le voyage dans le temps que tout va bien se passer, le fait qu'il voit son père et qu'il lui donne des conseils quand tu sais qu'il va mourir,
c'est beaucoup plus touchant, mais moi c'est vraiment le message de fin quand il est mort après que j'ai pris conscience du truc, et quand il lui dit je t'aime 3 fois 1000, là les larmes ont coulé, là j'étais pas prêt, et les funérailles j'étais pas bien. Et ce que beaucoup de personnes m'ont dit, et ce que j'ai lu sur internet, c'est qu'il aurait dû avoir des flashbacks au moment où il dit I am et Iron Man. Je suis pas d'accord, parce qu'au fait ce qui est bien dans ce film là, dans cette scène là, c'est que le I am Iron Man, il est marquant parce que justement tu vois le visage de Tony Stark, tu vois le jeu d'acteur de Robert Downey Jr. et c'est ça qui est marquant. T'as pas besoin de flashbacks, tu les vois toi les flashbacks, et lui-même voit sa vie défiler devant ses yeux, donc t'avais pas besoin de flashbacks. Moi je les ai eu les flashbacks, intérieurement je me suis rappelé de tous ces moments là, je m'en rappelle, donc il y avait pas besoin de flashbacks, et il y avait donc ce moment super touchant avec un énorme acteur qui est Robert Downey Jr. qui a fait un taf de fou sur cette scène, une scène vraiment incroyable, l'une des meilleures du MCU. C'est sûrement la meilleure réplique du MCU de loin. Et il y a aussi la référence pendant le générique à l'enclume que tapait Tony Stark dans le premier Iron Man, t'entends des bruits de forge qui sont faits, c'est une référence à ça. Parlons un peu maintenant de Captain Marvel parce que c'est un truc qui a posé souci à beaucoup de personnes, moi y compris. Alors déjà, j'aime pas le caractère de Captain Marvel, moi je la trouve beaucoup trop arrogante, et beaucoup de personnes m'ont dit mais t'es sexiste parce que c'est comme Tony Stark. Tony Stark il est arrogant, égocentrique comme Captain Marvel, sauf que là c'est une femme, t'aimes pas. Déjà, Captain Marvel et Tony Stark ne sont absolument pas les mêmes personnages, pour la simple et bonne raison que Captain Marvel est arrogante, Captain Marvel est en soi égocentré et parle assez mal à tout le monde. Je rectifie par rapport à mes critiques que à Peter Parker, elle ne parle pas mal ou méchamment, et là en effet un instinct plutôt maternel par rapport à lui, elle vient gentiment lui parler, j'avais un peu mal vu ça la première fois que j'ai vu le film, donc pour ça je m'en excuse, mais comparé à Tony Stark, Captain Marvel n'a pas d'humour, n'a pas de sarcasme. Alors oui, Tony Stark est égocentré, arrogant, oui, Thor est égocentré, arrogant, mais Thor et Tony Stark ont de l'humour, ils ont de l'empathie. Captain Marvel, dans Endgame, mis à part cette scène avec Peter Parker, n'a pas réellement d'empathie, mais ça, à la limite, que moi j'aime pas le personnage et sa personnalité, c'est pas très grave. Ce qui est grave, c'est qu'elle pose un vrai problème scénaristique au film, dans le sens où elle est Deus Ex Machina à 2 moments du film. Il y a tout ce moment au début du film que j'ai énormément aimé avec Tony Stark, ce moment presque mélancolique, où il est perdu dans l'univers, il y a cette musique extrêmement douce qui passe, de quelqu'un qui est prêt à mourir, à accepter son destin, et à ce moment-là, c'est Captain Marvel qui sauve Tony Stark. Alors oui, on peut dire qu'elle était en contact avec les Avengers, et qu'on lui a demandé de chercher Tony Stark, mais quand même, ça fait Deus Ex Machina, c'est une facilité scénaristique, plus qu'autre chose. J'aurais préféré que Tony Stark bidouille quelque chose, qu'il arrive à s'en sortir plus qu'autre chose. Là, c'est Captain Marvel qui arrive et qui sauve tout le monde. Et il y a un deuxième énorme Deus Ex Machina, quand Scarlet Witch attaque Thanos et tue presque Thanos, Thanos demande de faire pleuvoir du feu, il dit Rain Fire en anglais, et à ce moment-là, au fait, les Avengers sont complètement en train de mourir. Tout le monde est en train de mourir, que ce soit les troupes de Thanos, les troupes des Avengers. C'est un vrai problème dans le film, je me rappelais pas la première fois que j'ai vu le film, mais au fait, c'est un énorme problème, tout le monde est dans la merde, et à ce moment-là, Captain Marvel arrive et sauve la situation, et vraiment Deus Ex Machina comme pas possible. Donc, elle est beaucoup trop puissante, de une, c'est un vrai problème scénaristique parce qu'il faut savoir la gérer. Là, elle sauve les Avengers à 2 moments différents, et elle change complètement la donne. Vous allez me dire, oui, mais elle est surpuissante, c'est son rôle. Non, pas spécialement. Les facilités scénaristiques, c'est pas vraiment le rôle d'un personnage. Là, c'était beaucoup trop facile, et c'était vraiment décevant à mes yeux. Elle sauve la mise beaucoup trop facilement. Ils auraient dû trouver une pirouette scénaristique pour la rendre plus faible, comme ils ont fait pour Thor, justement, mais au moins trouver un truc qui l'aurait rendu beaucoup plus faible. Là, elle est surpuissante, et elle sauve beaucoup trop facilement la situation. Du coup, plus tard, quand t'auras un problème, faudra juste appeler Captain Marvel, et s'y régler. C'est un peu problématique pour des enjeux dans un film. Pour parler un peu de Black Widow, j'ai trouvé sa mort plutôt touchante. Le fait qu'elle se bat avec Clint, qu'elle essaie de vraiment s'en sortir et de sacrifier sa vie pour que Clint revoie sa famille, j'ai trouvé ça touchant. Surtout qu'ils ont un moment dans le vaisseau, ils se disent regarde où est-ce qu'on est arrivé depuis Budapest. Ils ont ce moment où ils voient justement l'espace et l'univers. Comme Captain America au tout début du film, au fait t'as un plan quand il voyage pour tuer Thanos la première fois, t'as un plan sur l'œil de Captain America et tu le vois voyager dans l'espace et tu vois à quel point il est émerveillé quand même. Donc là t'as un peu la même chose avec Natasha et Clint, et le fait qu'ils se battent justement pour sacrifier les uns les autres, c'était une scène assez drôle mine de rien parce qu'elle est un peu ridicule comme ça, mais quand justement t'as Natasha qui est tenue par Clint et lui dit laisse-moi partir, et lui dit encore je sais plus ce qu'elle dit exactement, mais elle dit let me go, c'est touchant parce qu'elle se sacrifie, elle a plus rien à perdre, elle donnerait tout pour Clint et elle le fait. Ce qui est gênant, c'est qu'au final j'aurais aimé à la fin que Tony Stark ait ses funérailles et à côté il y a le cercueil de Black Widow, voir 2 cercueils bouger sur l'eau, ça aurait été beaucoup plus touchant. Là t'as le droit à une petite scène où Hulk est énervé et justement il parle de Natasha pendant quelques secondes, mais j'aurais apprécié voir 2 cercueils à la fin à côté de Tony Stark, ça aurait été un plus bel adieu. Mais dire qu'ils s'en foutent totalement de Natasha, c'est faux, parce qu'il y a quand même 2 scènes, une avec Clint et Scarlet Witch où ils parlent de Vision et de Natasha, et une scène où tous les Avengers parlent de Natasha. Mais j'aurais quand même aimé qu'il y ait plus de funérailles par rapport à elle, et en effet je ne savais pas que le film
prévu sur Black Widow allait être un préquel, dans quel cas j'aurais pas été surpris de sa mort, mais vu que je savais pas qu'il y avait une série prévue sur Hawkeye et que le film Black Widow était un préquel, j'étais vraiment surpris de sa mort, et j'ai trouvé honnêtement sa mort plutôt touchante. Beaucoup de personnes ont été gênées par Hulk aussi. Hulk, j'ai pas réellement été gêné parce que déjà oui, il a pas le même comportement dans aucun des films, c'est toujours un Hulk différent, mais là, d'après les comics, ce qu'on m'a dit, hein, c'est Professeur Hulk, je connaissais un peu, mais je connais pas trop le personnage, je connaissais juste de nom. Moi j'aime bien ce traitement de Hulk parce que c'est plus la grosse brute qu'il était avant, et je voulais pas spécialement une vengeance Thanos-Hulk, parce qu'au final, Thanos reste beaucoup plus fort que Hulk. Hulk, dans Infinity War, il était au top face à Thanos. Il y avait pas besoin de vengeance, c'est pas comme s'il était en infériorité numérique. C'était vraiment Hulk versus Thanos, et Thanos a gagné. Donc il y avait aucune raison qu'un Hulk là puisse battre Thanos. Pour moi, il y avait pas besoin d'un conflit Hulk-Thanos, c'est aucune nécessité. J'ai honnêtement trouvé le personnage de Hulk plutôt bien géré, de la même manière que j'ai trouvé le personnage de Thor bien géré. Alors je sais que beaucoup de personnes ont trouvé le traitement de Thor vraiment vexant et décevant. Si vous avez vu Thor Ragnarok, si vous avez vu Infinity War, le traitement de Thor qui soit gros, c'est logique. Il est en dépression, il décapsule ses bières sur Stormbreaker, ce qui m'a fait marrer parce qu'il y a sa grosse hache, il prend sa bière et il décapsule avec, c'était hilarant. Il joue à Fortnite, alors je savais pas, mais Fortnite avait un partenariat avec Avengers. C'est pour ça qu'on voit Fortnite à 2 reprises dans le film, donc c'est un gros placement de produit. Pareil pour le placement de produit de Audi, où tu vois Tony Stark arriver en voiture au cul des Avengers, et t'as ce gros plan sur Audi qui est bien marqué pour montrer que c'est la marque Audi. Enfin bref, ça m'a pas dérangé plus que ça, mais moi, Thor ne m'a pas dérangé, j'ai même kiffé son développement de personnage parce qu'il est vraiment traumatisé, il a vraiment vécu des choses difficiles, et le fait qu'il se soit complètement lâché, c'est logique, et c'est vraiment cool de la part du film. C'est cool de voir un dieu renoncer complètement au trône d'Asgard parce qu'il a trouvé une autre voie dans sa vie, être un Asgardien de la galaxie, mais c'est surtout cool de le voir traumatisé par Thanos parce que même en ayant tué Thanos, il est complètement coupable, et il se sent coupable, et ça qui est important, d'avoir échoué. Donc moi j'ai vraiment beaucoup aimé son traitement, et à la fin, pour ceux qui disent qu'il est pas vraiment cool, à la fin de Endgame, Thor est vraiment stylé. Avec sa hache et Mjolnir, il casse des gueules, hein. Il est cool. Donc qu'il soit gros ou pas, ça reste un dieu quand même, hein. Et on le voit très bien dans la bataille finale. Il y a un truc qui est plutôt drôle par rapport au personnage de Thor, qui est assez, bon, c'est une référence plus qu'autre chose, c'est qu'à un moment Tony Stark appelle Thor Lebowski comme The Big Lebowski, et si vous ne le savez pas, The Big Lebowski, le personnage principal c'est The Dude, le duc en français je crois, et le Dude est interprété par Jeff Bridges qui joue dans Iron Man 1, il joue le méchant dans Iron Man 1. Donc c'est un peu une référence qui brise le 4ème mur. Et t'as aussi une blague que j'ai trouvé vraiment beaucoup trop drôle par rapport à ça, c'est que dans Infinity War, quand Drax voit Thor pour la première fois, il dit ce n'est pas un dude, c'est un homme, c'est un man, et maintenant en fait il est devenu The Dude. Il est passé d'un homme à un dude. Donc je trouvais ça assez marrant, et j'aurais bien aimé aussi, peut-être ça aurait pu être marrant, mais je savais pas comment trop placer ça dans le film, qu'il y a une phrase par rapport à Star-Lord et Thor, que justement maintenant que Thor est gros, Star-Lord se moque de lui, mais ça aurait été gênant qu'il se moque de quelqu'un qui est gros, et ça aurait pas bien passé, mais c'est vrai que ça aurait pu peut-être vexer une audience de traiter quelqu'un de gros, ça aurait été du fat shaming, mais ça aurait quand même été dans le personnage de Star-Lord, ça aurait été cohérent. Ça m'aurait pas dérangé de voir ça dans le film, en tout cas. Il y a un truc qui m'a fait marrer par rapport à Spider-Man quand j'ai revu le film. Déjà, la scène où Tony Stark prend Spider-Man dans ses bras, super touchante, mais t'as cette scène où il passe en mode létal, et il tue tous les monstres autour de lui. Ça me fait marrer qu'un lycéen bute plein de monstres comme ça, et ce qui est pas expliqué du coup, c'est qu'il retourne au lycée, mais il retourne au lycée 5 ans plus tard. Du coup, il a redoublé 5 années, sans s'en rendre compte, parce que lui, il a pas vraiment senti le temps passer, mais il est quand même à son lycée 5 ans plus tard. Donc, on suppose aussi que son pote Ned est mort avec lui après Infinity War. Sinon, ça n'a pas vraiment de sens. Peut-être tous ses potes sont morts dans Far From Home, parce qu'ils sont tous en vacances, ou alors il n'y avait pas de lycée pendant 5 ans, mais ça me semble un peu bizarre. Enfin bref, c'est pas trop bien expliqué ça pour le coup. Évidemment, il y a beaucoup de personnes qui ont parlé du rat de Ant-Man, qui a sauvé Ant-Man et qui a sauvé le film, et qui a sauvé la galaxie. Oui, le truc du rat, moi aussi j'en ai parlé dans ma critique, c'est plus une blague qu'autre chose, parce que le rat a quand même eu 5 ans pour trouver la machine d'Ant-Man. C'est pas par hasard au bout d'une semaine que ça arrive. Là, ça fait 5 ans, ça me semble pas démesuré de voir un rat faire ça. L'ellipse est vraiment importante. Donc le rat, c'est un peu un mime, c'est un peu une blague, mais dans le scénario, c'est justifié. Il y a beaucoup de personnes qui ont été gênées par l'humour, justement, de ce film. Ils disaient que le film était trop dramatique et l'humour gâchait un peu les choses. Je trouve que quand on passe de drame à humour, ça passe moins bien. Quand il y a un truc dramatique qui s'est passé, on rigole juste après, c'est bof. Quand on passe d'un truc drôle à dramatique, alors là, je trouve que ça passe un peu mieux. Mais pour moi, les seules blagues qui ont pas trop fonctionné, mais que j'ai quand même trouvé drôle, hein, mais qui étaient mal placées dans le film, c'est la blague sur Ant-Man, quand il est bébé et quand il est vieux. Ça n'avait vraiment pas grand chose à faire là-dedans. On aurait juste pu passer à une scène où Hulk essaie le voyage dans le temps, il y arrive pas, et Tony Stark arrive à ce moment-là pour dire que la scène, là, ne sert vraiment à rien. Hulk aurait juste pu dire, je sais pas faire, et on s'arrête là, et on attend Tony Stark. Là, ils essayent, et t'as une scène un peu humoristique. Ça m'a pas dérangé plus que ça, l'humour m'a pas dérangé de manière générale. J'ai trouvé vraiment bien dosé, et quand j'ai revu le film, c'est passé encore mieux. Parce que quand tu sais que c'est pas un film 100% dramatique, je pense que l'humour passe beaucoup mieux. Là, ce qui a dérangé beaucoup de personnes, c'est que les gens s'attendaient à un film dramatique à fond, et il y avait beaucoup d'humour. Là, en sachant que c'est un film drôle, quand tu vois l'humour, ça passe beaucoup mieux. Il y a des personnes qui ont dit que les villes, au début du film, ont l'air un peu vides. Alors oui, on dirait qu'il y a 90% de la population qui a
a disparu, mais là c'est plus pour la symbolique, pour montrer que la ville est vide. On voit un plan sur un stade c'est vraiment un symbole de loisir, de culture, de personnes, et le fait que le stade soit vide c'est plus un symbole du fait qu'on a perdu une grande partie de l'humanité et l'humanité en soi de chaque personne. C'est pour ça que les villes sont vides, c'est parce que tout le monde est déprimé, et quand les gens sont déprimés, ils restent chez eux, ils font pas grand chose. Donc c'est plus la symbolique de voir les villes vides qu'autre chose. Beaucoup de personnes ont dit, et c'est la critique principale du film, c'est qu'il y a un ventre mou dans le film. Alors moi j'en ai un peu parlé dans ma critique sur Avengers, c'est que je disais qu'il n'y avait pas vraiment de menace durant cette entre la première heure et deuxième heure. En gros, pendant qu'ils voyagent dans le temps, il n'y a pas vraiment de menace, il n'y a rien qui cause problème. Le moment où il y a un ventre mou, et j'ai bien compris pourquoi, c'est que déjà il n'y a pas de menace, de une, mais de deux, c'est que dès qu'il loupe de choper le Tesseract et Loki le récupère, ce qui se passe c'est qu'en tant que spectateur, ça te pose un nouvel objectif, ça te pose une nouvelle barrière, et ça te frustre au fait plus qu'autre chose, c'est que toi tu veux juste arriver au bout des choses, et là t'as encore une nouvelle étape qui s'est rajoutée de nulle part, qui faisait pas partie du plan et qui improvise, une étape énormément nécessaire parce que t'as cette relation entre Tony Stark et son père, et évidemment c'est la scène qui motive Captain America à revenir avec Peggy à la fin du film, mais c'est vrai qu'en tant que spectateur t'as cette scène qui te pose problème, mais au deuxième visionnage je trouve qu'elle passe beaucoup mieux et le ventre mou disparaît un peu. Et pour ceux qui disent que la bataille finale était trop courte, honnêtement elle dure un bon moment, du moment où Thanos attaque les Avengers et la fin du film, la bataille dure je pense quand même une bonne vingtaine de minutes voire plus, ce qui pour une grande bataille de cinéma est très bien, donc il y a des batailles qui durent beaucoup moins de ça, donc j'ai trouvé la bataille vraiment satisfaisante, et pour une bataille improvisée, moi je m'y attendais pas du tout comme bataille, je pensais pas du tout qu'il allait y avoir une bataille de fin dans ce film. Pour moi Captain America allait tuer Thanos et ça allait être fini, mais le fait d'avoir une bataille finale de une, je m'y attendais pas, et maintenant que je l'ai, je n'imagine pas ma vie sans, c'est pas possible. Il y en a qui ont trouvé cette bataille finale trop courte, je suis pas d'accord, je trouve qu'il y avait assez de tapes, et en ayant revu le film j'ai pu me concentrer sur différents éléments de la bataille, et elle est vraiment extrêmement satisfaisante. Moi j'ai vraiment adoré. Et vraiment tu ne te perds jamais durant cette bataille, c'est vraiment très bien fait. Voilà, c'est un peu ma réponse aux différents arguments, aux différents commentaires, aux différentes critiques que j'ai vues sur internet. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces remarques, dites-moi ce que vous avez pensé d'Avengers Endgame, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne, pensez à soutenir gratuitement la chaîne grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé, vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.